bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Place to Buzz. Aujourd'hui, on va parler d'un métier méconnu et qui pourtant est super important. Je veux parler du nettoyage des bureaux d'entreprise, des collectivités, des copropriétés et des restaurants en Ile-de-France et à Paris notamment. Et pour ça, j'ai invité un expert en la matière, Quentin Dupinet, qui gère plusieurs entreprises dans l'univers du nettoyage. Bonjour Quentin. Bonjour Denis. Alors, j'ai dit que tu gérais plusieurs entreprises dans cet univers-là. Je te propose, dans cette interview, d'être un peu plus interactif. Donc, n'hésite pas à me poser des questions et puis à me retourner les questions. Avec ça peut plaisir. être un exercice assez amusant. Mais je vais commencer par te demander de te présenter qui tu es, ce que tu fais, et puis aussi dans ta vie privée. Alors, Quentin Dupinet, moi je dirige plusieurs entreprises dans le secteur du nettoyage en Ile-de-France. Voilà, c'est un métier qui est très opérationnel, très concurrentiel, où il faut être très très présent. On travaille principalement vraiment en début de journée, ce qui me permet, moi, pour ma vie personnelle, je suis papa de 2 enfants, de pouvoir profiter d'eux quand même en fin de journée, puisque c'est vrai que voilà, ce travail est très très axé sur la matinée. Alors, oui, tu te lèves tôt, c'est normal, puisque il faut nettoyer avant que les clients arrivent ou avant que les collaborateurs. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta journée type ? Alors, une journée, j'ai pas vraiment de journée type. Le matin, j'arrive plutôt vers 5h, 5h30 au bureau. Je regarde un petit peu les documents, ce qu'il y a à faire, ou regarder 2-3 documents administratifs. Ensuite, je prends ma petite camionnette. Je pars faire ma petite tournée. Je vais voir les clients, les salariés surtout aussi. Pour moi, c'est très important d'avoir une relation avec mes salariés. Voilà, j'ai à peu près 250 salariés. C'est très important que ce ne soit pas forcément que des responsables qui aillent sur site, mais le patron aussi, pour entretenir cette relation qui est très importante dans nos entreprises. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai vu quelques sites et quelques salariés, voilà, je change régulièrement. Je rentre au bureau. Donc pas mal d'administratifs à faire, mais surtout beaucoup de partie commerciale. C'est vrai que toute la partie administrative, je la délègue beaucoup à mes équipes. J'ai vraiment des équipes incroyables sur lesquelles je peux compter. Ça, donc c'est cool. c'est très reposant pour un patron. Ok. Et toi ? Alors moi, écoute, on a un point commun, c'est qu'on se lève très tôt. Mais alors moi, je suis un peu un frappadin, que je me lève à 5h du matin et je commence par une demi-heure d'assouplissement, de yoga. Derrière, je vais aller faire 1 heure de méditation Vipassana. Et là, je suis prêt à travailler. Après, je fais un petit peu de journaling, je fixe mes objectifs de la journée. Et alors, ma journée, elle est assez casanière en ce moment, puisque comme j'écris beaucoup je suis copywriter, j'écris beaucoup devant l'ordinateur, et je passe ma matinée à ça. Après, je fais une petite pause lecture le midi, et l'après-midi, c'est consacré au commercial, à l'administratif, et aussi un nouveau projet pour dégager des revenus passifs, parce que c'est vraiment ce qui manque dans mon écosystème. Et donc, quand j'arrive à trouver un peu de temps, je finis par travailler sur ce projet-là, qui va mettre encore 2-3 mois à se mettre en place. Voilà, donc tu vois, en tout cas, se lever tôt. On se lève tôt tous les deux. Ouais, c'est clair, c'est la clé du succès. Mais l'avenir pour moi. appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est sûr. Alors, comment en es-tu venu à exercer ce métier ? Parce que tu n'as pas toujours fait ça. Alors, c'est vraiment par hasard. En fait, j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur. Qu'avant, je dirigeais un cabinet de courtage. D'accord. Au bout de 12 ans, j'ai ma fille qui est née, j'ai voulu avoir un peu de renouveau, j'ai pris un peu de temps pour moi. Donc, j'ai pris 1 an pour réfléchir et j'ai eu l'occasion. Un très bon ami qui partait à la retraite et qui vendait ses entreprises de nettoyage et qui m'a proposé au final de reprendre l'activité. L'activité, complète. Donc, c'est vraiment le fruit du hasard, mais voilà, ça reste de l'entrepreneuriat, de la direction. Après, c'est un entrepreneuriat qui est vraiment très axé sur l'humain. D'accord. Voilà, on a beaucoup de salariés. Voilà, nous, on ne vend pas de service, on vend vraiment une prestation. Donc, c'est un métier totalement différent. Bon, je ne dis pas qu'on ne fait pas des erreurs quand on commence, etc. Ouais, j'ai te posé la question. Mais voilà, c'est vraiment le côté humain qui prime dans cette profession. Ok. Alors, et toi, les podcasts, alors ? Alors, écoute, moi, je suis entrepreneur depuis 2010 et j'ai géré une entreprise appelée Vox Media, une agence de création et de communication. Et il se trouve qu'on est devenu une agence vidéo à partir de 2012-2013. Et c'est l'époque où j'ai créé une start-up dans la vidéo. Donc, j'avais une double activité. Et donc, la vidéo a été le point commun de tout mon parcours d'entrepreneur. J'ai fait une petite pause quand j'ai revendu la start-up, les parts de la start-up. Et je me suis lancé aussi dans la formation en ligne, le karaté, la self-défense. C'est toi qui donnes des cours de karaté ? Non, alors moi je suis karatéka, ceinture noire de 3e dan. Et puis, en fait, j'ai travaillé avec un Fred Mastro, qui est
un maître des arts martiaux et on a fait une formation en ligne qui s'appelle Master Online qu'on a vendu beaucoup. C'était une super aventure. Et après, je me suis lancé dans ce qu'on appelle l'éducation financière et notamment sur les crypto-monnaies. Et donc, ça a été une aventure fabuleuse, rien à voir. Mais il se trouve que l'AMF a changé un peu la donne et donc aujourd'hui, c'est difficile d'exercer dans ce métier-là sans avoir des diplômes. Donc, j'ai mis fin à cette activité-là en 2021 peut-être. Et puis, avec le Covid, alors je t'avoue que devenir entrepreneur, c'était une source de liberté. Je sais pas pour toi, mais pour moi, oui. Totalement. Et il se trouve qu'au Covid, en fait, je me suis retrouvé enfermé dans plein de contraintes que tu dois connaître, l'administratif, le juridique, le management, le recrutement. C'est pour ça que je te disais que c'est très important d'être très bien entouré, d'avoir des bonnes équipes. Pour moi, c'était peut-être le point faible. Et donc, j'ai mis fin à ça en 2024-25. J'ai tout fermé et je suis devenu indépendant. Et puis, c'est vrai aujourd'hui que la vidéo, c'est devenu une commodité. Donc, le podcast était une autre façon pour moi de faire de la vidéo. Et puis, comme j'aime écrire depuis très longtemps, je suis devenu copywriter, c'est-à-dire que j'écris des pages de vente, des emailing, des textes pour des clients qui ont besoin de se développer sur le web. Et j'écris aussi beaucoup de posts LinkedIn, comme tu sais, pour moi et pour des clients. Voilà, donc ça a été un vrai retournement de situation pour moi. Et aujourd'hui, je me sens à la fois libre, aligné, et j'adore vraiment ce que je fais. Et toi, comment tu as appris les bases de ce métier-là? Parce que j'imagine que ça n'a pas été simple. Alors justement là, donc l'ami qui a cédé son entreprise m'a épaulé pendant quelques mois, donc pour m'apprendre, parce que c'est vrai que c'était un métier que je connaissais pas. Entrepreneuriat, d'accord, gérer une société, c'est facile. Gérer l'humain, je ne connaissais pas. Enfin, j'avais quelques salariés. Donc, comme je te disais, j'ai appris sur le terrain. Je pense que c'est la meilleure façon, et j'ai eu la chance donc d'avoir cette personne qui m'a épaulé. Et je trouve que la meilleure façon d'apprendre, c'est forcément sur le terrain. D'accord. Donc, il n'y a pas d'études spécifiques en fait c'est beaucoup de social, beaucoup d'humain et de gestion. Après, c'est vrai quand même, mine de rien, 250 salariés, il faut il y a un peu de gestion. J'allais te dire, quels sont les défis que tu gères le plus au quotidien? Les défis, encore une fois, c'est l'humain. C'est un métier qui est où tu as beaucoup de turnover en fait. Comme tu gères 250 salariés, que ce sont des horaires un peu compliqués, tu peux avoir des absences, des gens au final qui ne veulent plus travailler. Donc il faut vraiment gérer les absences, gérer l'organisation. Le planning est vraiment le plus important dans notre métier. Est-ce que tu peux me parler à la fois dans ton métier du côté management et puis aussi du côté client? On va commencer par le côté management. C'est quand même pas rien d'envoyer 250 personnes tous les jours, vérifier qu'ils sont bien présents. S'il y a un problème, ils te préviennent. Enfin, comment ça fonctionne? On a une organisation qui est bien cadrée avec des responsables de secteur et avec notre service administratif. Dès lors qu'on sait qu'il y a une absence, et généralement nos salariés, comme je te disais au début, c'est que le fait que moi j'aille les voir quotidiennement et que je noue une certaine relation avec eux, on a une relation de confiance. Donc s'il y a une absence et s'il y a quelque chose, on est prévenu par les salariés, pas par les clients, mais par les salariés. Donc, une fois qu'un site tourne, il n'y a pas de problème, sauf cas particulier évidemment. Mais on n'est pas trop sujet au... Tu me disais que toi, tu n'as pas trop de turnover dans ton entreprise. Pour une raison simple, c'est que tu traites bien les gens avec qui tu bosses. Exactement. En fait, si le patron se met à hauteur des salariés et qu'on prend du temps pour eux, normalement, un salarié content, il reste là où il travaille. Même si on dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà, nous, on a vraiment ce côté humain qu'on met en priorité. Et tu me disais, c'est notre valeur ajoutée. C'est un secteur très concurrentiel, ton très concurrentiel, très concurrentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font le même métier. C'est un des secteurs où il y a le plus d'entreprises en France. D'accord. C'est très méconnu, puisqu'en fait, on travaille dans l'ombre. Donc c'est un secteur qui n'est pas très connu. Mais il y a, je ne sais plus combien de sociétés en Ile-de-France de nettoyage. C'est considérable. Alors, comment tu développes ton activité, mais surtout, comment déjà tu mesures la satisfaction de tes clients? La satisfaction client, en fait, je sais quelqu'un qui est content, il ne te le dira pas. Quelqu'un qui n'est pas content, il te le dira. Donc gros, on sait que si on n'a pas de nouvelles des clients, c'est que tout roule. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, mais je pense dans tous les domaines aussi. Et comment tu arrives à développer ton entreprise? J'ai fait quand même des grandes études, donc j'ai beaucoup de relations qui sont chefs d'entreprise ou qui ont des gros postes. Donc c'est surtout par le réseau que je développe
que je développe entre Bah, les on peut le entreprises. dire ici, on est tous les deux membres du même BNI. Exactement, à Neuilly. À Neuilly. Et donc, c'est aussi une source de recommandations pour toi. Et je pense que tu as fait un beau contrat dont tu peux parler là. Ouais, Ouais. grâce à une membre du BNI, on est en train de signer un très très gros contrat. Bon, on va pas trop Ouais. s'avancer Avec dessus. une marque assez connue, mais dont tu n'as pas le droit de dire le nom. Voilà, exactement, Ok. c'est ça. Une grande chaîne de restauration où on met un pied dedans. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, maintenant, si on signe, ce qui devrait arriver d'ici peu, ça nous permettra d'avoir le pied dans cette grande chaîne de restauration rapide et de pouvoir vraiment développer là et de façon exponentielle notre chiffre d'affaires. Comment tes salariés et toi-même, d'ailleurs, vous vivez le fait d'être finalement dans l'ombre, d'arriver le matin et de tout mettre en ordre, que ça soit propre et qu'on ne vous voit pas, il n'y a pas de reconnaissance, il y a très peu de... Sauf, j'imagine, si un chef d'entreprise ou des collaborateurs arrivent très tôt au travail, auquel cas ils peuvent rencontrer vos salariés, mais c'est rare, j'imagine. Oui, c'est rare, c'est effectivement, mais après, moi, j'attends pas forcément de reconnaissance. Oui, c'est À intéressant. partir du moment Ouais. où tu fais bien ton travail, je pense que même mes salariés euh, n'attendent pas vraiment de reconnaissance. Voilà, chacun doit faire son travail, mais c'est comme quelqu'un qui nous fait à manger dans un restaurant, un Ouais, chef ouais, cuisinier. ouais, Tu vas pas aller dire à chaque fois que tu vas au restaurant au chef cuisinier bravo, tu vas pas aller lui serrer la main. ouais. Voilà, on est dans une vision où voilà, on veut que les gens arrivent dans leur lieu de travail où ce soit propre. Ouais. Qu'ils aient un bon cadre de travail. Pareil quand on fait des restaurants ou des immeubles. Voilà, on veut simplifier la vie des gens. Est-ce qu'il y a, tu as parlé du turnover des salariés qui est très fort dans ton domaine, même si toi, tu as réussi, grâce à un très bon management et au fait de bien traiter tes salariés, à diminuer ce taux de turnover, mais est-ce que tu as aussi une rotation forte des clients dans l'année? Oui, alors effectivement, c'est un secteur qui est très très concurrentiel. Je ne sais pas comment font d'ailleurs certains concurrents Ouais. qui proposent des tarifications Basse. très très Ouais, basses. ouais, ouais. Donc, se dégager pas de marge. Après, c'est vrai que, comme je te disais, c'est un secteur où il y a énormément d'entreprises, donc il y a énormément de liquidation aussi. Ouais. Et des gens qui ne savent pas gérer justement cette position de marge pour pouvoir faire vivre une entreprise. Donc oui, donc on a des concurrents quotidiens. On perd en moyenne, je vais te dire un chiffre qui est un peu commun dans le secteur, entre 5 et 10% de clients par an. Donc si tu veux avoir une certaine croissance, il faut que toi tu fasses au moins 20%. Ah oui, donc Si tu veux avoir une croissance un peu constante de 10-15%, il va falloir que tu fasses 20% de chiffre d'affaires en plus pour compenser pour la perte. compenser la perte et puis pour toi avoir ta croissance. Ah oui, donc c'est super, super difficile. Finalement, tu te reposes jamais. Pas beaucoup. Ok. Pas beaucoup. Au moins le week-end, je coupe. Ouais, Luc, t'arrives à Même couper si on le a des week-end. sites, j'ai quand même aussi des responsables Ah oui, à qui je peux déléguer. je t'ai pas posé la question. J'imagine qu'il y a aussi des sites qui tournent le week-end. Évidemment, parce qu'un restaurant, il est ouvert le samedi, parfois le dimanche. Ouais. On a des bureaux où les gens travaillent le samedi, des collectivités, des transports en commun, on peut avoir également. Donc effectivement, non, on a des équipes, des supermarchés, Alors- où on a des équipes qui travaillent le week-end. Comment t'arrives à couper? C'est facile, j'ai 2 enfants qui sont Ouais. jeunes Ouais. et qui me prennent beaucoup de temps. Et Donc, qui te donne aussi beaucoup d'amour, j'imagine. évidemment, mais donc ça me permet aussi de penser à autre chose. Et c'est très important pour moi de couper. Et quand tu as des gens qui bossent le week-end, qu'est-ce que tu mets en place pour que ça puisse continuer? Et si jamais il y a un imprévu, un salarié malade, après, quels s'il y a sont une- les process? S'il y a une urgence, évidemment qu'on sera là, que ce soit Mhm. mes équipes ou moi. D'accord. On sera là pour trouver la solution. Et dans le pire des cas, si par exemple sur une équipe, généralement, tu vois, comme dans des supermarchés, où c'est des équipes de 3, 4, 5 personnes parfois Ouais. qui peuvent travailler en même temps le matin très tôt, parce que c'est des surfaces assez grandes, on va avoir quelqu'un qui va essayer de compenser en fait la personne qui est D'accord. absente. Mhm. Voilà, ils ont l'habitude. Comme je t'ai dit, on a soudé des relations de confiance avec nos salariés, ce qui nous permet de pouvoir aussi un peu souffler. Mhm. On sait que même sur place, s'il y en a un qui est absent, les autres vont pouvoir compenser derrière l'absence de celui-ci. Ok. Alors j'ai l'impression que tu veux à la fois te développer, mais pas non plus en faire une scale-up entre guillemets. Non, pas du C'est tout. c'est un univers qui est où finalement la croissance est assez lente, mais c'est bien déjà de garder ses clients, en avoir quelques-uns de plus, et puis pouvoir gérer la croissance dans l'entreprise. Comment tu gères aussi la partie recrutement? C'est beaucoup par le bouche à oreille, c'est beaucoup par Le recrutement se fait beaucoup en interne. Après, on Mm. a beaucoup d'appels entrants, que ce soit Pôle emploi, enfin maintenant France Travail. pour le travail, ouais. On a beaucoup d'appels entrants ou même des gens, puisqu'on a on a nos petites camionnettes où on a les numéros de téléphone, Bien etc. sûr, ouais. Que ce soit pour les clients, mais on est aussi appelé
souvent par des personnes qui voient notre numéro et qui veulent travailler. Malheureusement, je peux pas prendre tout le monde. Oui. J'ai pas assez de clients pour pouvoir prendre tout le monde. Mais ça se fait beaucoup en interne quand même. C'est beaucoup en fait des gens avec qui on travaille de confiance, D'accord. qui nous recommandent quelqu'un de leur famille, un cousin, un ami qui a envie de travailler. Donc voilà, on l'évalue pendant quelques jours, quelques semaines sur un site. Si tout va bien, on signe un CDI et il part avec nous. D'accord, c'est super. Ah oui, Ouais. c'est des CDI, c'est vraiment des contrats longue durée, enfin des Ouais, des vraiment, durées oui, terminées, oui. ok. Ah oui, non, Ouais. en fait, je sais que comme nous, on signe des contrats avec les clients, c'est généralement, donc ce sont que des contrats annuels avec reconduction tacite. D'accord. On peut se permettre de faire un CDI aux salariés. Ah, c'est cool. Ouais, ouais. Ok, très bien. Comment tu vois ta boîte dans 2 ans? Écoute, on a une croissance qui est plutôt régulière depuis que je suis arrivé. Moi, ça fait 2 ans que j'ai repris les entreprises. On a une croissance qui est plutôt régulière. Moi, je veux pas non plus être une entreprise du CAC 40. Ouais. Je suis pas du tout ambitieux à ce point-là. Moi, générer une croissance positive de 10% annuelle me va très bien. Quand je parle de croissance de 10%, c'est-à-dire qu'il faut compenser aussi les 10% de perte. Donc, Bien ça veut sûr. dire, en gros, comme Trouver, ce que je te disais tout à ouais, l'heure, ça ouais. fait 20% de croissance totale. Voilà, on est un groupe, là, on fait un peu moins de 4 millions de chiffre d'affaires. ouais, pas mal. Voilà, on a une autre entreprise, mais dont je m'occupe pas trop, Ouais. qui fait 6 millions de chiffres, qui ne gère Ah que ouais. des immeubles, D'accord. mais qui tourne toute seule, donc je m'en occupe pas, je mets pas les pieds dedans. Quel bonheur. Voilà. Ouais. Et c'est tellement la différence avec moi. Alors après, moi, j'étais entrepreneur. J'ai eu jusqu'à 300 salariés avec la startup EasyMovie et c'était Incroyable. assez difficile. On a fait de l'hypercroissance. Vraiment, on a fait des levées de fonds. C'est ça qui est dangereux, de faire de Bien sûr. l'hypercroissance. Je suis d'accord. Tu peux retomber aussi vite que tu es monté. Je suis d'accord, ça a été tellement compliqué. Et aujourd'hui, dans mon activité, alors c'est tout l'inverse, puisque finalement, je délègue très peu de choses, le montage vidéo, mais c'est à peu près tout. Et ce qui est nouveau pour moi, c'est de m'apercevoir que j'ai un nombre limité de clients. Et mon instinct d'entrepreneur, mon instinct de chasseur, parce que j'adore le commerce, c'est de trouver plein de clients. Et là, je me dis, waouh, mais je peux pas gérer. Donc, il faut que j'arrive à avoir suffisamment de clients pour bien vivre et puis même m'amuser et vivre de mon activité. Mais si j'en prends trop, je peux mal les servir. Donc, c'est vrai que c'est une question que je me pose. Et moi, je fais pas du tout de croissance Mais tu as surtout aussi organique. pas mal de travail en off, toi. Oui, Après, bien il y a sûr. des montages, Bien sûr. comme tu me disais, t'écris, etc. Donc, Ouais. t'as pas beaucoup de temps pour Mais développer. si tu veux, comme c'est des contrats, alors le podcast du One Shot, donc il faut que je trouve des clients tous les mois, donc il faut faire du commercial, et notamment sur les réseaux sociaux, on en parlera juste après. Et aussi, le copywriting, c'est des clients récurrents, mais bon, il y a des sessions de 3 mois ou 6 mois, et donc il faut que je continue à faire du business. Et d'ailleurs, LinkedIn et les réseaux sociaux, pour moi, c'est 70% de mon chiffre d'affaires. Je vais vraiment chercher là de la visibilité. Toi d'ailleurs, si tu viens au podcast, c'est aussi parce que tu veux peut-être aussi trouver une autre source de commerciale, trouver des clients via LinkedIn. Ouais, ça peut être exactement une source de nouveaux clients, mais c'est surtout aussi pour communiquer sur cette profession qui est, je pense, méconnue de beaucoup de gens, Oui. qui ne se rendent pas compte qu'au final, quand ils arrivent dans un bureau et qu'il est propre, c'est qu'il y a bien des gens qui ont travaillé pour le rendre propre et leur rendre un cadre de vie assez agréable. Donc voilà, c'était surtout pour échanger là-dessus et que les gens Ouais, j'ai vu l'œil du reconnaissent pro. un petit peu parfois Ouais. ce que les gens de l'ombre peuvent faire. J'ai reconnu l'œil du pro quand on est arrivé dans le studio. On est arrivé tout à l'heure et tu as remarqué que ça avait été nettoyé. Juste avant qu'on arrive. Ouais, j'ai Mais vu c'est ça. pas de chez nous. Moi, je l'aurais pas remarqué. Ok, bon, peut-être un nouveau marché. Peut-être. Tu es entrepreneur. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer ou un jeune qui rentre dans la vie active? La première chose, c'est d'être bien entouré, Ouais, déjà, de bien structurer son projet, d'accord. faire une bonne étude de marché, et un peu comme ce que j'ai fait, mais dans certains secteurs comme le mien, Ouais. c'est peut-être de ne pas partir de rien, de zéro, voir peut-être une petite société qui génère déjà un peu de cash Ouais. pour pouvoir déjà alimenter un petit peu la trésorerie. Ouais. Voilà, je trouve ça un peu plus simple de ne pas partir de zéro. Peut-être, bon, c'est un investissement évidemment, Ouais. mais bon, les banques peuvent suivre et surtout être très bien entouré. Ah, moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais les 3 conseils que je donnerais, le premier, ça serait déjà de commencer jeune. C'est-à-dire que même si tu as un CDD, un CDI, finalement, aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire en ligne, de business en ligne. De commencer jeune, tu vois, c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi de monter une Après, boîte, c'est quoi soit tu l'as l'âme d'entrepreneur et tu l'as très jeune, Oui, bien et sûr. dans ce cas-là, tu peux créer une structure. Je pense que c'est bien aussi de faire un peu ses armes, Oui. de ne pas se lancer non plus trop tôt.
Tu vois, moi, je vais avoir 40 ans. Ouais. C'est vrai que je n'ai jamais été salarié. J'ai toujours eu, mais parce que j'avais cette âme d'entrepreneur. D'accord. Et j'avoue que je ne sais pas si j'aurais eu la capacité d'accepter d'avoir quelqu'un au-dessus de moi Non, je te qui confirme. me dirige. Te connaissant, non. Je pense pas. Mais je pense que c'est bien de faire ses armes si on n'a pas cette âme d'entrepreneur. Ouais. Et évidemment, se lancer, c'est la plus merveilleuse des choses. En fait, avoir cette liberté d'être son propre patron. C'est clair. Moi, j'ai commencé à ton âge. Tu vois, je suis devenu entrepreneur à 39 ans. D'accord. Donc, pour te dire, et j'ai la même, le même sentiment de vouloir la liberté, de ne pas avoir besoin d'un patron au-dessus de moi. Et c'est vrai que ça Après, a lâché, quoi. Ce qu'il faut, comme ce que je disais, c'est d'être très bien entouré. Ça peut être un comptable, ça peut être un fiscaliste, ça peut être des bonnes équipes opérationnelles aussi sur place ou du bon administratif. Parce que gérer une entreprise, c'est pas si facile non plus. Il y a quand même énormément de choses, de charges. Il y a beaucoup de choses à anticiper et à apprendre. Donc, faut pas se lancer comme ça non plus. Hein, c'est clair. Après, moi, un autre conseil, ça serait de ne pas vouloir avoir l'idée du siècle. Tu sais, aujourd'hui, on veut avoir l'idée du siècle et inventer un truc qui n'existe pas. On a plein d'exemples en tête, Uber notamment, Tesla, tu vois, ou enfin plein de boîtes qui ont créé un marché. En réalité, tu prends le conseil, c'est déjà pour commencer, regarde ce qui marche et copie. Ce genre d'entreprise, c'est très ponctuel. Ouais. Enfin, tu vois, il y en a un ou il y en a 10 qui ont sorti vraiment l'idée qu'il fallait pour vraiment devenir riche très vite. Mais bon, après, enfin, tu as raison de faire un peu du copier de ce qui existe déjà. Ouais, et puis de voir si ça marche et d'essayer d'apporter une valeur ajoutée en plus. Exactement, d'avoir sa valeur ajoutée. Ouais. Et puis alors, l'autre conseil, le dernier que je donnerais, ça serait d'avoir une communauté. Aujourd'hui, ça a de la valeur. Maintenant, oui. Il y a un jeune italien qui a un compte TikTok et il vient de le vendre 975 millions de dollars. Presque un milliard. Presque 1 milliard, le droit de gérer son image. 51%. Ouais. Et il fait des vidéos où il épluche des bananes. Oui, c'est ça. Tu le connais? Il fait hop. J'ai vu sans ça parole. Hier. 975 millions de dollars, il a vendu ça. Ouais, il a créé quelque chose. Ouais, clair. Bah, c'est le plus gros TikToker. Mais je me dis, avoir une communauté, toi, moi, aujourd'hui, j'ai une communauté sur LinkedIn et c'est très précieux. Je rencontre du monde, j'ai plein d'idées, je vais dans des soirées. Et puis, c'est aussi un vivier énorme pour faire du business, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai pas vraiment le temps de le faire. Il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus. Ouais, bah sûrement, ouais. Bah, tu es là pour ça. De visibilité. Ouais. Ok, super. Est-ce que je pourrais te demander 2 choses que peu de gens savent sur toi? Oui, j'ai fait du très très haut niveau au tennis quand j'étais plus jeune. Okay. Ce qui m'a appris donc la persévérance et la perfection. Donc voilà, toujours être droit. Je pense que quand tu es très doué dans un sport et que tu y mets tout ton cœur et toute ton âme, je pense que si tu fais la même chose dans ton travail, tu ne peux que réussir. C'est vrai, et quand tu vois en tennis, il y a un niveau incroyable et la différence, elle se joue sur des détails, sur la psychologie, sur la préparation mentale, physique. Enfin, c'est un sport de dingue. On l'a vu avec Djokovic cette semaine. Ouais. C'est clair que c'est... Quel âge déjà Djokovic en 38 ans. 38 ans. Ouais. Bah, comme Ronaldo dans le foot. C'est ça, c'est des exceptions. Des exceptions, exactement. Ouais. Donc voilà, le sport m'a permis d'avoir une certaine rigueur. T'as été jusqu'à quel niveau? J'ai été classé 2-6 quand j'avais 14 ans. Ah oui, comme super doué alors. Ouais. Ah ouais. Bon, j'ai plus du tout maintenant. J'ai plus le cardio, j'ai plus du tout le physique, mais après ça me permettrait d'avoir des bonnes bases pour apprendre à mes enfants. Alors tu sais moi que j'ai joué au foot à haut niveau et j'ai fait un match contre Didier Deschamps. Ah ouais? J'avais 16 ans, il avait 17 ans. Et en pro, non, en fait, lui était déjà apprenti pro, c'était déjà une star, il était dans l'équipe de France à cette époque-là. Et moi j'étais un très bon joueur du Nord-Pas-de-Calais à cette époque, on disait. Et eux des Pays de la Loire, on s'était rencontrés en demi-finale de la Coupe Interrégion et on avait joué à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Au départ on devait jouer sur le terrain et il avait plu des trompes d'eau, ils avaient peur qu'on abîme le terrain, donc on n'avait pas pu jouer dans le grand stade mais sur un stade derrière. Et on avait perdu 3-0 et je me souviendrai toujours de Deschamps. On était mené 3-0, moi j'étais assez vexé, je jouais derrière, puis je vois une opportunité et je m'engage, je dis il faut qu'on aille marquer un but. Et il restait 2-3 minutes de jeu, tu vois. Et je vois un mec qui galope derrière moi et qui fait un effort inouï et qui tacle et qui coupe l'action, c'était Deschamps. D'accord. C'est-à-dire qu'il voulait pas trop, tu vois. Déjà, cette mentalité-là, ça m'avait marqué.
Non, c'est clair que ça a été assez fou. Et une autre expérience incroyable que je peux te raconter, c'est que j'ai été le garde du corps de l'homme le plus riche du monde. C'est une formule que j'aime bien, mais c'est vrai. J'ai travaillé dans le service de sécurité du sultan du Brunei, qui avait, c'est une magnifique, qui a toujours une magnifique demeure à Place Vendôme, près des joailliers. C'est bien pour faire venir les bijoux pour son épouse. Et donc, quand il était là, je m'occupais de sa garde rapprochée avec des gourkas. Enfin, j'ai vécu l'hyper richesse avec tout ce qu'elle a de génial, puisque il n'y a pas de limite à ce que tu peux rêver pour toi et tes enfants. Et en même temps, tous ces défauts. C'est un peu démesuré, là. Ouais, vraiment. En tout cas, c'était une super expérience pour moi. Il n'y a pas besoin d'être aussi riche pour être heureux. Exactement, c'est ce que j'ai compris. Que finalement, c'est ce que disait Steve Jobs. Il disait la richesse, c'est un état auquel je me suis habitué, rien de plus. Et que c'est pas ça qui rend heureux. La plus grande richesse, c'est ta famille, tes amis, tes proches. Ok, c'est très chouette. C'est la plus grande richesse. J'allais te poser la question de tes passions et comme tu l'as compris, mes enfants. Ouais, dans quel âge, filles, garçons ? 6 et 5, une fille, un garçon. Ok. Donc, voilà. Sinon, mes autres passions, j'adore le ski. Ok. Et je me suis mis récemment au paddle et je suis devenu forcément accro. On a un groupe de copains, on joue à côté de la maison, je suis devenu complètement accro. Donc, tu sais que je me refuse de me mettre au paddle pour cette raison-là, parce que déjà je me suis mis à l'escalade. T'as peur de tremper le tennis, c'est ça ? Non, pas du tout. Mais j'ai commencé l'escalade cette année, le chant lyrique et le golf, tu vois, ça fait beaucoup d'activités passion. L'escalade, parce que c'est vraiment un travail sur soi et sur une concentration extrême. Tu peux tomber, tu peux te faire mal, ce qui m'est arrivé. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et puis c'est une super ambiance, il y a des jeunes partout, des compétitions, c'est vraiment génial. Le golf, par hasard, parce que c'est venu dans ma vie et j'ai dit oui, let's go. Et je m'éclate beaucoup. Et le chant lyrique, pareil, je me suis mis à ça cette année. Et j'y trouve beaucoup de plaisir. Donc, c'est des passions dont je parlerai beaucoup, mais qui sont assez récentes. D'accord, ok. J'ai une autre passion aussi, c'est surtout la très très bonne bouffe. Raconte-moi. Je suis un épicurien, j'adore les bons restaurants et surtout les moments conviviaux avec des copains. Ça, c'est les meilleurs moments que je passe. Trouve un moment pour aller se faire un resto tous les deux. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu aimes comme gastronomie ? La gastronomie française, évidemment. Ouais, ok. Ah non, vraiment, les grands chefs, j'adore. J'ai la chance de pouvoir aller dans quelques restaurants étoilés. Je suis vraiment ultra fan. Ah, ton comptable, il doit se tirer les cheveux. De quoi ? Ton comptable, il doit se tirer les cheveux. Exactement, ouais. Sans blague. Non, vraiment, c'est une passion. Mais même pas forcément un gastro, mais même je connais un restaurant à Courbevoie. Ouais. Je vais lui faire un petit peu de pub. Pierre Lambert, 2.0, l'audace 2.0. C'est incroyable, ce chef. Tu sais que j'y suis allé 2 fois. Chez Pierre Lambert ? 2 fois, non, il a 2. Alors là, c'est il le a hasard Agnières complet. Et Courbevoie. Je suis allé aux 2. Je suis ultra fan. Pierre est devenu, pas un copain, mais sérieux ? j'adore ce qu'il fait. J'y vais vendredi midi. Audace, AUDA. L'audace 2.0. Ouais, c'est ça, l'audace 2.0. À Courbevoie. Et il a deux spots assez proches l'un de l'autre. J'ai jamais fait Agnières, moi. J'ai que été à Courbevoie, mais c'est tellement créatif. Tu vois, t'as pas besoin d'aller dans un gastro. Et je trouve qu'il est créatif et c'est bon. C'est que des bons produits. C'est quand même très orienté fusion. Un peu asiatique. Japonais, parce qu'il a, enfin asiatique, japonais, parce qu'il a vécu là-bas et il fait des tapas japonais avec les sushis au foie gras. Je suis très fan. T'as goûté ça ? Évidemment. Okay, j'ai tout goûté. Une fois, on était avec des copains et il nous a demandé ce qu'on voulait manger. Je dis, tu nous mets toute la carte. Parce que ce ne sont que des choses à partager. Et à chaque fois que j'y suis avec des amis, ça a été des grands moments, on en parle encore. C'est marrant qu'on ait. J'y vais demain, midi. Ok, je t'envie. Je suis jaloux. Ok. Écoute, ça va être bientôt la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux donner une petite citation inspirante ? Pour faire vraiment bien son métier, il faut l'aimer. Ah, c'est bien. C'est de toi, ça ? Je ne sais pas. Non, c'est venu comme ça. Ok, super. Moi, je dirais une expression que j'aime bien, qui est d'Oscar Wilde, qui est un auteur que j'adore. C'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Exactement. Et c'est finalement, mais c'est que c'est le travail de toute une vie, puisqu'on est un être social, donc on adopte les codes, on adopte les codes vestimentaires, le langage, les habitudes, les attitudes des autres. Ça, c'est ce qu'on fait jusqu'à nos 30-40 ans. Et après, tout le travail, c'est d'être soi-même. Et c'est le plus important. Et c'est le plus difficile. Tant que tu es raccord avec toi-même, tu seras raccord avec les autres. Écoute, Quentin, merci pour cet éclairage. Merci à toi, Denis. Merci pour cet éclairage sur ce métier méconnu qui est celui du nettoyage. Bravo pour ce que tu fais et puis au plaisir de te recevoir. Bravo à toi aussi. Dans un autre podcast prochainement pour parler de la suite de tes aventures. Avec plaisir, on fera le podcast chez Pierre Lambert. Allez, promis, ça sera génial. Merci beaucoup. Merci, Denis.